Bonjour tout le monde, Monsieur Guillaume pour le Festival de la bande dessinée de Prévost, une édition 100% virtuelle cette année. Présentement, on est sur Facebook avec différents collaborateurs. On fait une table ronde. On va parler de l'auto-édition en bande dessinée. Je vous invite également à aller sur la page YouTube du festival où il y a une rencontre à l'instant avec Valmo. Donc, je sais que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc, c'est possible de pouvoir aller rattraper tout ça sur le site web du festival. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vais faire un petit tour de table. Bonjour, bonjour. J'ai en orange Rabot. Allô, Rabot? Salut. Salut. Hein? Nous avons en mauve Anouk. C'est rose. C'est mon brand. OK, donc désolé, Anouk. En rose, Anouk. Hello. En vert, nous avons Francis. Bonjour. Bonjour. Et en absence de couleur, mais avec un super fond et une de ses chemises fleuries, nous avons Saturnum. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'auto-édition en bande dessinée. C'est quand même un phénomène qui est assez présent. Pour que notre public puisse bien suivre, c'est quoi de l'auto-édition en bande dessinée? Si l'un d'entre vous veut se mouiller, battez-vous. Je pourrais peut-être dire brièvement pour mon expérience. C'est vraiment de pas nécessairement, pas du tout être affilié à une maison d'édition, puis vraiment prendre sur nous-mêmes la publication, l'écriture, les dessins, la production du produit, mais aussi tout ce qui vient avec par après au niveau de la promotion, des ventes, tout ce qui peut venir avec par après ce que tu veux faire. C'est dans le fond de porter tous les chapeaux de l'édition, en plus d'être l'auteur souvent et le scénariste. Des fois, c'est séparé, là, mais d'être comme un peu de tout. Là, puis ça te fait apprendre un peu toutes les sphères de promouvoir une bande dessinée. Puis, en tout cas, c'est bien le fun. Moi, j'aime ça. Est-ce que Rabot, Saturnum, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Hein? C'est très succinct et très clair comme ça. Ouais, ça a pas mal couvert. C'est pas mal ça, hein? Puis, vous, dans le fond, dans votre œuvre, là, depuis que vous êtes BDiste, est-ce que vous avez tous fait de l'auto-édition exclusivement? Vous avez été un peu des deux côtés? À date, c'est pas mal juste de l'auto-édition. Même chose pour moi. J'ai fait le bac en bande dessinée à l'UQO, à Gatineau. J'ai sorti de là en 2015, puis depuis ce temps-là, ça a toujours été de l'auto-édition. Ça a été soit via les livres ou des fanzines, mais ça a pas mal toujours été auto-édition. Est-ce que tu as toujours été seul là-dedans ou tu as allé chercher des collaborateurs pour t'aider à t'auto-éditer? Hein? Non, ça a toujours été tout seul. Puis, ça a été toujours tout seul, puis à date, j'ai jamais eu recours, mettons, à du sociofinancement pour, mettons, l'impression des livres ou de quoi de même. Fait que, dans l'auto-édition, il y a toujours le facteur c'est toi qui prends tous les risques pour le projet. Okay, donc, autant au niveau créatif que financier, tous les risques sont assumés par le créateur. Pas mal, là. Est-ce que, Jessie, tu veux nous parler de ton expérience? C'est un peu comme Raph, dans le fond, comme Rabot. Moi aussi, je suis sortie de l'université en 2015, puis depuis ce temps-là, je m'auto-édite. Mais quand j'ai fait le premier livre de l'Armée du Soleil, j'ai fait une campagne de socio-financement sur Indiegogo. Ça a super bien fonctionné. Puis c'était une expérience que j'ai hâte de répéter. Mais là, je travaille à temps plein comme storyboardiste, fait que c'est un petit peu difficile de jongler le tout. Mais je vais essayer de le faire pour l'année prochaine. Mais sur Kickstarter, cette fois-là, ça va être une autre aventure, une autre expérience probablement, qui risque d'être tout aussi bien. Mais non, la campagne de sociofinancement, c'est ça fait apprendre bien des affaires sur comment marketer un produit, tu sais, qui est une bande dessinée, puis promouvoir l'histoire et tout. Puis on en apprend beaucoup sur... je me fais manger par mon backdrop. Ouais, ça y va quand même. Ah! Bonne idée, ça, de concept, ça. Ouais. Des nuages qui... Ouais. Mais c'est ça. Mais sinon, j'ai toujours auto-édité mes affaires. Vous faites votre bac ensemble tous les deux? Ou... En même temps, ouais. C'est là qu'on s'est connus. T'es bonne chance, ouais, c'est ça.
Toi, Saturnum, est-ce que c'est un peu la même chose? Parce que je sais que tu as quand même des trucs qui sont publiés dans certains magazines, comme les Débrouillards. Oui. Là, donc. C'est ça, j'ai un petit peu de la publication. Je travaille entre autres pour Québec Science, je suis dans le magazine Planche. Je fais un petit peu aussi de bande dessinée, des trucs dans des livres à plusieurs, collaboratifs. Hein. Et je travaille très lentement en ce moment sur un livre. Côté fanzine, j'ai commencé, tout de suite, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'ai tout de suite fait des fanzines. Qu'est-ce que j'aimais là-dedans, c'est un petit peu le côté spontané. J'ai une idée, je veux le dessiner, je veux tout de suite que ça sorte. Il y a des festivals dédiés aux fanzines comme Exposine. Il y en a un, mettons, je suis en octobre, l'Exposine est en novembre. Je suis comme, OK, je fais une bande dessinée, puis elle va sortir dans un mois. C'est pas exactement ce genre de choses que tu vois dans le milieu de la bande dessinée éditée. Le fanzine, tu peux faire ça vraiment très rapidement, puis le sortir tout de suite. Puis aussi, ça peut être comme un peu un champ, un milieu où tu peux faire un peu de l'expérimentation ou faire des petits trucs comme juste pour le plaisir, comme j'ai ici des zines, ça s'appelle Colère. Je fais de la promotion, mais en fait, c'est introuvable maintenant. C'est souvent un truc en fanzine, c'est que pour mon cas, je fais des assez bas tirages et ça part assez rapidement. Mais ça, c'était comme des trucs, on était 5 ensemble, puis on s'est dit, on va faire des petites bandes dessinées comme rapidement, puis juste sortir ça le mois même qu'on les a faites. C'est le genre de choses qui me plaît dans le monde du fanzine. Puis aussi un petit peu le côté expérimentation, jouer avec un petit peu le livre lui-même. J'ai fait un zine qui était aussi, je l'ai ici, c'est plusieurs zines ensemble qui sont rattachés par un petit bandeau comme ça. La version pimpée. Ouais, c'est ça. Il y a eu 2 éditions. Ça, c'est l'édition dorée. Puis, ça va être couleur. Hein. Puis, c'est ça, c'est un petit peu comme le plaisir de pouvoir jouer un petit peu avec le côté édition que tu fais peut-être pas quand tu fais de la bande dessinée puis que tu fais pour telle maison d'édition que tel style ou ce genre de choses-là. OK, super. Juste pour nos web spectateurs, là, je pense que ça va être ça le terme qu'on peut utiliser lors de la fin de semaine. Le fanzine comme tel, est-ce que ça peut être aussi édité de façon plus conventionnelle ou c'est toujours dans l'auto-édition? Le principe du fanzine, c'est que c'est auto-édité, je pense. C'est vraiment la base. Ça va être un fanzine. OK, super. Hein? Génial. C'est sûr, la façon que je vous entends, je vais aller avec toi, Francis, après, c'est vraiment au niveau de la liberté aussi que vous avez dans l'auto-édition. Il n'y a pas de contraintes au niveau des majors qui ils vont vous imposer certains trucs. Là. Non, c'est ça. Ouais. Donc, toi, Francis, ton expérience en auto-édition, ça ressemble à quoi? Hein? Je dirais que c'est le point justement d'autonomie, c'en est un très bon. C'est quelque chose que c'est vraiment un luxe qu'on a de pouvoir faire ce qu'on veut avec ce qu'on fait. Non seulement dans la production, puis quel choix en tant qu'artiste on fait, mais aussi l'envergure, puis le public qu'on veut aller chercher, puis tout ça. Alors pour ça, c'est super le fun d'être en auto-édition. Mais de l'autre bord, comme Anouk l'avait dit, tu portes tous les chapeaux en même temps. Fait qu'il y a des choses qui sont plus difficiles en même temps. Pour moi, ça vaut la peine. Mm-hmm. Mais comme une chose qui est survenue pour moi que je n'avais pas pensé au début, c'est que en auto-édition, ton art commence à dépendre de plein d'autres choses que tu es peut-être moins bon à faire ça. Mm-hmm. Fait que ça t'oblige à apprendre beaucoup de choses puis à maîtriser des choses qui t'intéressent plus ou moins peut-être, mais qui sont super importantes pour faire la promotion de l'art en tant que tel. Mm-hmm. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que si on rentre en auto-édition, c'est bon soit de le savoir ou juste l'accepter parce que c'est la réalité de la chose. Mm-hmm. Puis moi, je suis une personne qui adore apprendre, fait que même s'il y a des choses qui sont moins le fun en quelque part là-dedans, j'aime apprendre. Fait que c'est le fun de pouvoir faire ça en même temps. Il y a tellement de choses que j'ai appris que j'aurais jamais pensé qui seraient associées à la BD. Puis pour moi, c'est un super gros plaisir de travailler de même aussi. C'est toujours du nouveau, c'est toujours intéressant. Fait que pour moi, ça a été mon expérience beaucoup.
Moi, je fais ça en collaboration. Mhm. Je pense qu'il y a un autre luxe que j'ai d'être en collaboration, puisque tout ce qui vient avec l'apprentissage puis des nouvelles choses, il y a du doute des fois, on ne sait pas ce qu'on fait des fois. Ça, au moins, je peux le partager avec quelqu'un. Alors, pour moi, c'est un gros luxe aussi d'avoir une collaboration là-dedans. Ça te permet de partager tout ce qui est bien puis fantastique, mais aussi partager ce qui est plus difficile des fois aussi. Et aussi, ça permet de répartir les tâches selon les forces de chacun aussi, Ouais, ce qui est le fun. Hein. Ouais, c'est un bon point. Mm-hmm. Ouais, j'ai été chanceux, celle avec qui je travaille, on se complémente super bien. Mm-hmm. Fait que ça nous permet, comme tu dis, si je suis pas bon à faire quelque chose, je te laisse le faire si tu es correct avec ça, puis et à l'inverse aussi. Mm-hmm. Génial. Là. Est-ce que c'est un choix, s'auto-éditer, ou c'est vraiment plus au niveau de la réalité du marché du Québec? Moi, je dirais que pour nous, c'était plus par choix. On n'a pas vraiment regardé aux maisons d'édition, on n'a pas vraiment poursuivi ça. Fait que je pense que pour nous, c'était par choix. Je veux dire, ça se peut très bien qu'on pourrait l'essayer, puis ils nous disent non, puis on tomberait à la même place. Mm-hmm. Mais pour nous, on a vraiment choisi de faire ça. C'était important d'être autonome, d'avoir la liberté qu'on voulait. Super, merci. Rabot, tu voulais dire quelque chose? Hein? Oui, ben, c'est un petit peu des deux. C'est comme, par exemple, les premiers livres que j'ai sortis, c'était par choix. C'est comme j'ai rien fait d'autre avant. Fait que c'est comme je testais le marché avec mon truc. Puis pendant que j'étais aux études, ben, j'ai participé à au collectif étudiant et tout ça. Fait que le milieu de l'auto-édition, on le voyait un peu avec ça, de démarcher des imprimeurs, de faire des soumissions, tout ça, essayer d'aller chercher un peu de sous pour imprimer le livre. Fait que là, quand je suis arrivé tout seul pour faire mon produit, ben là, c'est comme, j'ai mon truc. Mon premier livre, c'était comme 4 histoires. Fait que j'étais comme, c'est un peu weird de le présenter à un éditeur parce qu'ils n'ont pas de lien ensemble. Fait que, la formule éditoriale pour mon livre était un peu weird, mais en auto-édition, ça se portait bien. Puis après ça, pour les fanzines, ben ça, c'était of course de l'auto-édition. Mais mettons, mon deuxième livre, le livre était terminé. Le projet était terminé, mais j'ai approché des éditeurs qui, par contre, ça ne fitait pas dans ce que les autres publiaient. C'était aussi trop court. Fait que, c'est comme, vu ça, ben moi, j'ai décidé quand même là, je viens de faire un livre, je vais sortir pareil. No matter what, je vais sortir le livre, que ce soit édité ou en auto-édition. Genre, le livre va paraître. Fait que ça donne cette liberté-là. Ça donne cette liberté-là, l'auto-édition, que... I guess que des marchés des éditeurs, des livres avec des éditeurs, j'ai jamais fait ça, mais ça prend un certain temps, c'est plusieurs mains à la pâte, puis ça peut enrichir beaucoup le produit au final, d'avoir plusieurs personnes qui s'assoient, puis qui réfléchissent, puis qui trouvent des solutions et tout. Mais l'auto-édition, ça permet, OK, j'ai un livre, je vais le sortir là, il est sorti, c'est fait, je passe à autre chose. Mais aussi, il y a le fait que dans les dernières années, tu as eu les coûts pour imprimer un livre. Quand tu fais un petit tirage, c'est quand même pas si pire. C'est pas si cher imprimer un livre. Tu ne vends pas ton âme, tu sais. Non, ça, tu as eu une démocratisation dans le milieu de l'édition. Tu peux avoir un petit tirage, puis ça te coûte pas trop cher, puis tu arrives à rentrer dans tes frais assez rapidement. Puis avec l'arrivée du sociofinancement aussi, ça a ouvert les portes à tous les gens qui ne pouvaient pas nécessairement se faire éditer pour X raisons, puis qui avaient des idées, puis qui voulaient sortir des affaires. Ça a permis à plein de gens qui ne sont jamais édités d'être connus. Puis aussi, le webcomic, c'est une forme d'auto-édition qui est accessible à tous, c'est gratuit pour la plupart. Il y en a qui... Le webcomic, c'est exclusivement sur le web, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est de la bande dessinée publiée en ligne. C'est de l'auto-édition aussi, c'est juste c'est pas papier. Mais c'est toutes des manières de s'auto-promouvoir, de se faire connaître. Les gens sont beaucoup sur Internet. Puis, je trouve que c'est une des très bonnes premières portes, au moins, pour se faire connaître, le webcomic, bref. Puis juste en lien avec tous les sociaux médias, toute la promotion aussi, c'est un peu la même chose. C'est devenu accessible puis plus possible pour le monde pour qui c'était pas possible
par avant de faire sa propre promotion puis Mhm. d'avoir un aperçu plus grand. Mhm. Donc, la démocratisation au niveau des imprimeurs, puis également toutes les possibilités qu'on a sur le web aident beaucoup pour l'auto-édition. Est-ce que je comprends? Oui. Est-ce que je comprends? Saturnin, voulais-tu rajouter quelque chose? Ben, par rapport au fait de... j'ai oublié. Nouveau, est-ce que c'est un choix s'auto-éditer? Ouais, au départ, quand j'ai fait de la bande dessinée, c'était comme, j'avais pas vraiment une grande confiance en moi de oser envoyer quoi que ce soit à des éditeurs. Puis j'ai fait de la bande dessinée sur Internet. Ça m'a fait voir un petit peu, mais un avantage du zine, c'est que je pouvais aller dans les lieux où on vend les zines, les festivals où on peut faire la promotion pour avoir une petite table, puis avoir ses zines, puis les vendre. Puis j'ai l'impression que ça m'a vraiment beaucoup aidé à me faire comme un peu plus exister dans le milieu de la bande dessinée. Mhm. Puis c'est comme peut-être une différence avec juste faire la bande dessinée sur Internet. J'existe, j'ai un public, mais je suis comme peut-être moins dans l'univers de la bande dessinée. J'ai juste ma bulle à moi. Puis, c'est ça, ce monde un peu comme physique du festival, ça m'a permis comme de faire des liens puis d'avoir une espèce de plus grande confiance en moi qui permet que maintenant, c'est ça, je travaille à gauche, à droite en bande dessinée et tout ça. Ouais, Génial, hein? c'est tous des trucs qui permettent d'ouvrir des portes quand même facilement. D'avoir des fanzines, ça se fait rapidement, ça imprime rapidement, puis là, tu as plusieurs produits à ta table. Ta table évolue d'année en année, les gens reviennent te voir. En tout cas, c'est malade. J'adore ça. Je pense qu'avec les lecteurs aussi, ça permet qu'ils vont connaître l'auteur de manière beaucoup plus rapprochée, j'ai l'impression. Parce que justement, quand tu achètes un livre de quelqu'un qui fait de l'auto-édition, tu es en train de parler au créateur en même temps. Fait tu peux avoir accès à cette personne qui sait pourquoi ce livre est important ou vaut quelque chose par sa propre estimation. Puis ça permet de vraiment faire des liens avec un public plus rapproché aussi. Je trouve que c'est intéressant. Il y a un sentiment de proximité qui est plus ça dans l'auto-édition avec son lecteur. Est-ce que, parce que je sais dans le milieu littéraire, souvent quand c'est de l'auto-édition, c'est peut-être un peu vu de haut par certaines personnes, étant donné qu'il n'y a pas nécessairement un éditeur reconnu qui est derrière ça. Mais je sais que le monde de la bande dessinée est différent. Puis est-ce que dans le fond, la légitimité est la même dans l'auto-édition que lorsque c'est un éditeur plus influent qui vous publie, donc vis-à-vis vos pairs ou du public? Est-ce que ça change quelque chose? Ça n'a pas vraiment rapport? Je pense que ça dépend. Moi, j'ai eu des expériences dans des librairies, puisqu'on vend en librairie aussi. Et j'ai eu des expériences où, je veux dire, ça a super bien fini, mais que les personnes m'ont avoué que comme il y avait un peu peur au début que c'était de l'auto-édition parce que c'est de leur point de vue, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont avoir. Des fois, c'est super professionnel, puis c'est super beau. Puis des fois, c'est juste des choses que, comme dans leur magasin, ils ont de la misère à mettre à côté de quelque chose qui vient d'une maison d'édition. Puis ça a l'air consistant. Puis c'est pas pour dire que c'est une mauvaise chose nécessairement. Je pense que de leur côté, ils ont leur branding à faire, puis ils doivent présenter leur magasin d'une certaine manière. Mais et puis je veux dire, cette librairie, pour le dire, on est rentré dedans, puis ça va super bien. Fait que je pense que c'était plus son impression à elle aussi, la personne. Mais il y avait ce petit point qu'on a dû surmonter, que finalement, c'était pas une grosse chose, mais c'était là. Fait que c'était comme une chose intéressante que moi, j'ai eu comme expérience. Génial. Est-ce qu'il y en a un parmi les trois autres qui voudrait... Oui, vas-y, Anouk. Il y a quelqu'un qui me dit, il va se reconnaître, qu'il y a un peu comme deux groupes en bande dessinée au Québec, puis qui se rejoignent aussi à un certain point. Ceux qui font les festivals, ceux qui font les salons du livre. Okay. Moi, je peux pas faire de salon du livre, je fais de l'auto-édition. Il faut comme être un gros nom, un distributeur ou un éditeur pour faire les salons du livre. Puis il y en a qui ne font que des salons du livre, qui font pas de festival parce que ils sont comme hyper occupés, ils font de la BD à temps plein, puis ils n'ont pas vraiment le temps de se déplacer et de faire un festival. Ils vont faire des salons du livre parce que c'est plus payant pour eux, ils se font payer par l'éditeur, machin. Fait en tant qu'auto-éditeur, il y a des auteurs
des créateurs, des scénaristes que je ne rencontre jamais. Ça ne veut pas dire comme qu'on s'entendrait pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est du monde que je croise jamais parce que moi, je ne fais que les festivals ou genre les exposines, des petits salons plus artisanaux. Tandis qu'eux ne font que les salons du livre. Moi, je ne vais jamais au salon du livre. Fait que j'ai l'impression que ça crée quand même ça. C'est cette espèce de séparation-là, de faire que de l'auto-édition versus les gens qui ne font que de l'édition. Dans des plus grosses maisons d'édition. Il y en a qui sont au Québec, qui se font éditer par des éditeurs européens, qui, eux, ne font pas les festivals. Je pense que ça crée quand même cette séparation-là qui n'est pas négatif. Là. C'est juste c'est deux mondes différents. T'sais. Génial. Ben, merci. Est-ce que Rabot ou Saturnum, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Ben. Non. Non, mais. Le fait qu'il y ait comme des bulles un petit peu en bande dessinée, ça me donne l'impression que la bande dessinée est rendue tellement grande au Québec qu'on est rendu là, qu'il y a comme des bulles qui se communiquent peut-être pas ensemble. C'est comme, c'est sain, c'est ça qu'on est. Puis si on se dit il y a 20 ans bande dessinée, j'ai l'impression que là, à ce moment-là, tout le monde pourrait rentrer dans une pièce ensemble et se connaître. Mais en même temps, je pense que c'était moins accessible à une certaine époque, la bande dessinée. Aujourd'hui, ça l'est tellement plus. Là. Je pense que c'est aussi à quelque part une question de perception. Puis c'est des choses qu'on peut surmonter parce que si c'est vraiment juste une perception, c'est pas nécessairement la vérité. Puis on peut justement passer au travers puis dire, ben finalement, on se connaît tous, on fait la même chose, puis on veut toutes la même chose. Non, je suis d'accord. Ah, super. Hein? Est-ce que Rabot, un petit mot de la fin sur ce sujet-là? Je pense que dans le milieu, avec nos pairs, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Peut-être pour certains, oui, qu'il y a une certaine légitimité plus grande à faire, à être avec un vrai éditeur. Mais sinon, parmi les auteurs, parmi ceux qui consomment activement de la bande dessinée, je pense pas qu'il y ait grande différence. Mettons, c'est sûr, après ça, c'est le milieu de distribution que t'es moins distribué en tant qu'auto-édition, mais tu peux avoir des lecteurs quand même un peu n'importe où. Mettons, en auto-édition, un des bons exemples, c'est, mettons, Svian avec La Jungle, que c'est un gros produit, super professionnel, que c'est tout aussi légitime qu'elle soit en auto-édition qu'elle soit éditée, mettons, chez Pawpaw. Ça a réussi à... Dans les deux sphères. Aussi, est reconnu plus que d'autres, mais en tout cas, mais après ça, chez les lecteurs de BD moyens, peut-être que l'auto-édition peut, par contre, des fois, rebuter, j'ai l'impression. Parce que, si t'es pas connu du milieu, si le monde, c'est la première fois qu'il te voit, la première fois qu'il voit tes dessins, whatever, puis après ça, vu que tu dois porter aussi plusieurs chapeaux, autant au niveau production que niveau édition marketing, la portion édition-montage, des fois, peut avoir l'air, c'est plate, mais plus amateur que, mettons, quelque chose qui a été fait chez une structure éditoriale reconnue. Tu as la notoriété de la maison d'édition aussi qui vient aider à vendre un livre, là, souvent. Tandis que si tu es tout nu, tout seul, nouveau, c'est un peu comme t'es qui, toi? Est-ce que je fais confiance en ton produit? Ouais. Mais d'où l'importance des festivals qui vont permettre de voir vos publics directement. Je vais demander aux gens à la maison à la maison, tu regardes ça n'importe où, peu importe de tout. Là. Si dans votre parc. Oui, dans votre parc, c'est ça. Hein. Si vous avez des questions pour nos BDS qui sont présents lors de cette petite table de discussion, vous pouvez les poser. Puis Catherine va me les acheminer. Je vais pouvoir les lire. Donc, juste écrire votre nom, ça fait plus personnel. Là. Donc, on a déjà un partant. Vos tweets, c'est ça. Hein? Comme votre grand-mère le ferait, s'il vous plaît. OK. Donc, ça, c'est bien, ça. Donc, on a une question de Yves, c'est Bourgelat.
Bourgelat. Oui, donc, c'est un collègue en ça, c'est ça. Ouais, c'est un hein? collègue. Ouais, tout à fait, hein. C'était quoi votre plus gros défi en auto-édition? Et la question est pour tous. On va commencer avec la personne qui est prête à commencer. Je pense pour moi, c'était peut-être d'apprendre c'est quoi le public, puisque je suis pas venu du monde de la BD. Moi, j'avais écrit des histoires pas en pensant que ce serait des bandes dessinées, puis c'est vraiment en travaillant en collaboration que c'est devenu des bandes dessinées. Fait que je pense pour moi, un défi, c'était juste comme d'apprendre le monde de la BD. Je me souviens au début, quand on faisait des festivals, des fois, le monde me posait « Ah ben, c'est quoi ta BD préférée? Puis qu'est-ce que t'aimes ou qu'est-ce qui t'a inspiré? » Puis j'avais rien, puisque je n'étais pas venu de ce monde-là. J'avais pas lu des BD quand j'étais petit. Fait que je pense que c'était d'apprivoiser le monde, en quelque part, puis de rentrer dans la culture de la bande dessinée. Pour moi, c'était un défi au début. Super. Merci. Hein. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Oui. C'est bon, Rabot? Moi, ça a été principalement la distribution du livre. Parce que, tu sais, une fois que c'est cute, tu as fait ton livre, tu sais, cette portion-là, je suis capable de gérer, même si un des gros problèmes là-dedans, c'est la gestion du temps. Parce que, tu sais, une fois, tu as la production du livre, mais tu as tout le montage, l'édition, la promotion, que, à un moment donné, tu essaies de tout faire en même temps. Puis, tu sais, au début, j'avais une job à côté. Là, ça fait 2 ans que je suis travailleur autonome puis que je fais ça à temps plein. Mais ça, niveau distribution, c'est que c'est pas toutes les librairies qui sont prêtes à accepter de l'auto-édition. Fait que la plupart des librairies que j'ai mes livres dedans, c'est des librairies indépendantes. Mais tu sais, je pense que je suis dans 4 ou 5 librairies, tu sais, versus, mettons, avec un éditeur plus gros qui a un distributeur Ça va être chez Renaud-Bré. Renaud-Bré, parce que les grandes compagnies comme Renaud-Bré et tout ça, c'est qu'eux autres ne font uniquement affaire qu'avec des distributeurs professionnels. Fait que ça bloque les portes de bien des endroits. Puis après ça, c'est, tu sais, les librairies dans lesquelles que je suis, c'est à Montréal. Puis une à Laval. Parce que bien souvent, ça va marcher par consignation. Que tu vas laisser tes livres là, le libraire prend sa cote, puis au bout de 6 mois, il te redonne les copies puis qu'il n'a pas vendu, puis il te donne l'argent qu'il te doit. Mais il faut que tu y ailles physiquement à la place. Fait que, tu sais, mettons, si tu drops tes livres à Québec, il faut que je fasse la raid Québec-Montréal. C'est bien de l'organisation. C'est de l'organisation, mais c'est aussi de... c'est parce que ça coûte des sous, ça, le transport. Fait que, après ça, est-ce que ça vaut tant la peine? Non, effectivement. Le fait d'être dans une librairie indépendante, surtout si sont affiliés, vous permettent par contre de pouvoir être dans des bibliothèques. Oui. Tu sais, mettons, le Planète BD font affaire avec les bibliothécaires de la Ville de Montréal. Fait que eux autres, tu sais, des fois, tu reçois un appel, puis c'est comme, j'ai besoin de 15 livres, 20 livres, parce que les bibliothécaires ont fait leurs achats. J'attends encore mon appel à Planète BD. C'est une joke. On avait je suis pas des bibliothèques encore, là. Je vais être là, moi aussi. Ouais, non, peut-être bientôt, hein, donc peut-être l'appel est entendu, mais merci, Rabot, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur la question de votre plus gros défi en auto-édition? Vas-y, Saturnin. Pour moi, au début, merci. Au début, c'était vraiment le côté technique de la chose, parce que, parenthèse, je travaille principalement sur ordinateur. Sinon, toujours, quand je ne travaille pas par ordinateur, c'est parce que mon ordinateur a brisé, ce qui m'arrive vraiment trop souvent. Puis, le fait de dessiner par ordinateur, c'est que j'ai souvent aucune idée de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça donne une fois imprimé. Par exemple, j'essaie de faire, au début, mon premier zine, j'avais fait des petits pointillés pour faire comme des gris. J'avais décidé de faire comme, on voit ça souvent dans les mangas, comme l'espèce de côté. La trame, là? Oui, de la trame, merci. Ouais.
Puis j'ai essayé de faire ça, puis j'envoie ça à l'imprimeur, puis j'ai aucune idée comment on assemble un livre. Je faisais juste comme imprimer des points JPEG sur une clé USB que j'envoyais à un imprimeur comme l'imprimeur qui ne fait pas vraiment de livres d'habitude à Québec. Puis je leur envoie ça, puis il m'envoie une épreuve. Je regarde ça, puis c'est comme vraiment tout croche, puis je suis comme, OK, mais ça doit être le résultat que ça donne, puis j'ai comme accepté, puis mon premier zine était comme plein d'erreurs, de problèmes de la taille des textes ou des choses comme ça que je ne savais pas comment faire, puis à force d'en faire, à chaque zine que j'ai fait, ça allait comme un peu mieux, puis là, je pense que ça va, mais c'est sûr, c'est vraiment le côté technique, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, c'est un peu tu sais, comme tu fais ça vraiment tout seul, tu fais ton zine tout seul, tu le dessines en entier, c'est comme la partie que tu connais, faire l'histoire, tout ça. Puis là, OK, ben j'ai toutes mes images, puis là, tu envoies ça à l'imprimeur, puis c'est comme, ben, c'est ça que ça donne parce que tu savais pas exactement comment est-ce que tu devais envoyer ça correctement, mais c'est ça, ça a été une difficulté au début. Puis l'autre grosse difficulté, c'est juste se lancer, le faire. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est vraiment comme ça prend du guts, ça. Mm-hmm. Mais il faut le faire. Tu veux faire ouais. Donc, je vais rebondir sur tout ce que tu as dit, finalement, ça tourne. Mais moi, mon point, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est comme de combattre cette espèce de mais tu sais, ce que je fais, c'est pas assez. Ce que je fais, c'est pas. Tu sais, qui va lire ça? Tu sais, dessiner, créer, ça, tu sais, je suis capable de le faire. Mais ensuite, c'est de le mettre dehors, de le rendre accessible, de le faire imprimer, tu sais, de tout faire ces étapes-là pour que mon histoire se retrouve dans les mains de quelqu'un d'autre et d'accepter que comme j'ai plus de contrôle là-dessus, que c'est comme voilà, t'as mon histoire, à toi de la lire et d'en faire ce que tu veux avec. C'est vraiment de combattre cette espèce de peur et d'anxiété de performance et de machin. Ouais. C'est un défi de tous les jours. C'est plus facile, plus on y va, là, mais plus on le fait, moins c'est difficile. Okay. C'est toujours là, quelque part ici. Mais merci. Effectivement, aussi dans beaucoup de formes d'art, c'est toujours une peur qu'on a là, au niveau du syndrome de l'imposteur, pour être sur la bonne place, puis laisser l'œuvre vivre sans son créateur, là, avec appartient au lecteur. J'ai une autre question de Sébastien Richard. Donc, pourquoi une œuvre auto-éditée est-elle habituellement éphémère? Bon, je pense éphémère, on peut le prendre plutôt le fait qu'il y a des copies limitées. Quand même, la distribution, c'est quand même restreint, là, une édition plutôt. Hein. Donc, pourquoi? Moi, je dirais par la grosseur du tirage en général, parce que vu qu'on prend tous les risques financiers, tu peux pas faire 1000, 2000 copies de ton livre en partant, ça coûte cher. Ça va être mettons, mon premier livre, ça a été un 150 exemplaires, le tirage initial. Il a été réimprimé en tout, mais à date, j'ai pas un livre qui a été tiré à plus que 350 exemplaires. Ça, c'est pour les livres, mais pour les fanzines, des fois, c'est 20 exemplaires, 40 exemplaires. Le fanzine, peut-être que j'ai le plus sorti, le plus imprimé, il y a peut-être eu entre 120 et 150 exemplaires avec les réimpressions. Là, ça sort encore, sauf que vu que tu dois prendre les risques, tu essaies de minimiser les risques en faisant des tirages plus petits. Mais vu que tu n'es pas nécessairement backé par une maison d'édition, que eux autres vont pouvoir assurer notre impression rendu à un certain stade, si ton livre, au bout de 2-3 ans, mettons, il ne vend plus, tu ne le réimprimeras pas. Fait, je pense que ça vient de là, le côté éphémère. C'est un peu la même job qu'un éditeur frais, mais à plus petite échelle. Ouais. Si un livre ne vend pas, il ne réimprime pas. J'aime vraiment beaucoup le côté éphémère du zine. J'ai fait des zines
que j'ai fait par exprès de comme, OK, ce zine-là, je vais en faire 7 copies. Puis j'arrive à un festival, j'ai même pas le temps de les déposer sur ma table qui déjà sont vendus. J'aime un peu ce côté-là. J'ai déjà fait aussi des zines à exemplaires uniques. Je l'ai dessiné sur la feuille même, sur la table. J'ai fait des zines que j'ai fait pendant que j'étais à un festival, comme une bulle où il ne se passe pas grand-chose pendant 1 heure. Ben, je dessine quelque chose, je plie la feuille, je la mets sur ma table, 2 piastres. Allez. J'aime vraiment ce côté-là un petit peu que comme le hasard ou la chance fait que quelqu'un a quelque chose, un objet comme rare, puis qui peut avoir une espèce de côté personnel avec Le ça. lecteur se sent tellement spécial là, d'avoir comme cet objet unique. Là. Ah ouais. C'est le même principe qu'en sérigraphie ou des trucs comme ça, ou après un nom d'impression, des trucs fichiers, on détruit le truc, puis... Je dirais que pour moi aussi, le fait qu'on vend en personne à nos lecteurs, ça fait que je pense que notre produit devient plus lié à une expérience qu'on a eue plutôt qu'à on l'a acheté dans le magasin puis c'est un des livres qu'on aime. Fait que je pense qu'il y a ce côté un peu plus émotif. On parle d'éphémère, mais je pense que ça rentre un peu dans la même vague de quand en auto-édition, t'aimes ton livre puisque tu as ce souvenir de ce livre-là quand tu l'as acheté à ce festival. Puis, alors, il y a quelque chose qui vient te chercher d'une autre manière que si tu avais acheté un livre que tout le monde adore dans un magasin. C'est vrai. Super. Donc, oui, vas-y, Annie. Non, c'est bon. Puis j'allais dire, comme les lecteurs peuvent, souvent, ils ont un contact plus direct avec nous en dehors des festivals aussi, via Instagram ou Facebook, qu'importe, peuvent nous contacter directement. Exactement. Okay. Que, ouais. Donc, j'ai 2 autres questions. Je vais commencer par la première, de Marie Blanchette. Quels sont les festivals qui sont essentiels pour un BDiste en auto-édition? Festival BD de Montréal. Ben, oui. Pour nous, j'ai pas eu un en particulier qui était comme celui à faire, mais je pense que notre expérience, c'est que les gros festivals, c'est un peu plus difficile pour nous avec notre produit. Surtout que nous, notre BD, c'est comme une BD d'espace. Fait que quand on est dans les gros festivals, on est à côté de Star Wars et Star Trek, puis c'est beaucoup plus difficile de se faire valoriser. Fait que pour nous, je pense que les festivals qui font plus la promotion de petites affaires, pour nous, c'est super important. Fait que le FBDM, comme vous avez dit, on est allé à Toronto, on a fait le festival le TCAF à Toronto, puis ça, c'était fantastique. Fait que c'est plus l'envergure, je pense, qu'un festival en particulier qui est important pour nous. OK. Est-ce que ça te surnomme? Tu veux dire quelque chose? Moi, je rajouterais Exposine, qui a lieu en mi-novembre, fin novembre. Qui est un festival, c'est pas vraiment que de la bande dessinée, c'est un peu de l'auto-édition, des magazines, de la poésie. Vraiment... Artisanal, pas mal. Là. Oui, c'est ça, c'est beaucoup artisanal. Pour la bande dessinée, il y aura peut-être moins de la bande dessinée de genre ou de la bande dessinée fantastique. Ça va plus être de la bande dessinée expérimentale ou autobiographique ou des choses comme ça. Ouais, voilà. Super. Je vais aller déjà avec les autres questions pour qu'on puisse répondre le plus possible. Donc, Rose Charret demande quels sont vos conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en auto-édition et qui ne vit pas dans la grande région de Montréal? Fais-les. C'est pas pire, ça. Webcomic. Okay, lance-les sur Internet. D'un moment donné, tu vas te faire connaître. Une chose, c'est peut-être juste même si t'es pas physiquement, de rentrer dans la communauté des artistes. Puisque ça, comme moi, justement, mon défi, c'était que je connaissais pas le monde, puis ça m'a énormément aidé, même si c'était pas toujours en personne, d'apprendre à connaître du monde, puis des artistes, puis c'était quoi les festivals. Ça m'a beaucoup donné le courage de poursuivre. Puis ça m'a appris énormément de choses au niveau technique aussi. Alors, même si tu n'es pas là physiquement, rentre dans des groupes, fais un festival par année, peut-être si c'est ce que tu peux te permettre. C'est ça que j'ai fait moi. J'habitais, quand je commençais à faire de la bande dessinée, j'habitais à Beauport, qui n'est pas très loin de Québec, mais quand même, quand je faisais mes zines, je faisais le grand trajet jusqu'à Montréal pour faire le festival que je faisais une fois par année. Puis c'est ça, c'est comme, faut le faire. Super. Je vais terminer avec une dernière question d'une collègue à Francis, de Laurence Desdionne.
Donc, est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans votre façon de travailler en auto-édition? Et je pose la question à Rabot. Pas vraiment. Ben, en fait, oui. Là, juste le fait de... Il n'y a pas de festival. À cause de la pandémie, il n'y a pas de festival. Fait que, tu sais, la distribution que je fais, en librairie est très limitée. Fait qu'après ça, les grosses ventes que je fais, c'est dans des festivals, dans des lancements, chose qu'on ne peut pas faire en ce moment. Sinon, il y a toujours une boutique en ligne, mais ça marche moins bien que... C'était l'année pour se lancer une boutique en ligne, juste ça comme ça. Hey, je vais devoir mettre fin à notre échange. C'était super intéressant. Merci énormément. Ça a passé 40 minutes que je n'ai pas vu passer. Laurence dit que Juno va dire bonjour à tout le monde. Donc, allô, bébé baveux! Je vous invite, chers web spectateurs, à suivre nos différents BDistes. Donc, Anouk, Rabot, Saturnum et Francis. Je veux voir, je prononce bien ton nom, là, Francis McNamee. Est-ce que c'est ça? McNamee. McNamee, excuse-moi. Ouais, donc, il va y avoir différentes activités au cours des prochaines, des prochaines heures et jours. Et nous, on se revoit à l'instant pour le premier combat de Sans dessin opposant Gag à Sacha Lefebvre. Il va également avoir un atelier de dessiner, c'est facile avec Tristan Demers. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. C'est vraiment apprécié. À bientôt. Salut! Salut! Salut.